Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Rebecca Manzoni est née à Villerupt en Lorraine. C'est après des études d'histoire et un IUT de journalisme à Bordeaux qu'elle se destine à faire de la radio sa maison professionnelle. Après un bref passage sur RTL, elle rejoint France Inter aux côtés de Philippe Bertrand dans son émission estivale. Mais c'est à partir de la rentrée 2002 qu'on la retrouve à la conception d'une émission sur le cinéma qu'elle coproduit avec Frédéric Bonneau. En parallèle, elle se frotte à la télévision comme chroniqueuse dans Rive droite, Rive gauche de Thierry Ardisson. Fidèle à Radio France, elle consacrera 10 ans à son émission éclectique avec un K, d'abord quotidiennement, puis chaque semaine, où pendant 1 heure, elle s'invite au domicile d'une ou d'un artiste, en déplaçant ainsi le point de vue ou le point d'écoute des émissions culturelles plus traditionnelles. Rebecca poursuit son travail également à la télévision, dans Ça ne va pas durer sur France 5 et Métropolis sur Arte. Aujourd'hui, on la retrouve chaque semaine dans la matinale de France Inter, le vendredi à 7h24 dans Tube & Co et le samedi à 11h dans Pop & Co. Alors oui, Rebecca Manzoni n'est pas une prof, etc., mais au fil de ses émissions, elle nous prouve que la musique raconte ce que nous sommes. Elle nous raconte une personne ou une époque et Rebecca fait ça avec un sens aigu de la pédagogie. Aujourd'hui, je reçois une journaliste, etc., qui à sa façon transmet du contenu pédagogique. Bonjour, bienvenue, c'est Prof, etc. Rebecca Manzoni, bonjour. Bonjour. Vous avez vu, j'ai de bonnes références pour l'intro, non? Ouais, ça me touche. Alors, pour les années à venir, dans l'éventualité d'un nouveau confinement, j'envisage d'aller m'isoler sur une île déserte. Quel est l'album musical, la BD et le film que vous me conseillez d'emporter dans cet exil? Alors, l'album, je dirais Absent Friends de Divine Comedy, puisqu'il s'agit d'un exil et d'être seul. La bande dessinée, oh là là, il faut en prendre une seule. Ouais. La dernière que j'ai lue, Les Amants d'Hérouville, de Yann Lequelec et Romain Ronzeau. C'est une bande dessinée musicale parce que c'est dans la solitude, on se fait un film et de la musique dans sa tête, et cette bande dessinée en est pleine, puisque Elton John, David Bowie et puis évidemment Michel Magne, qui a dirigé ces studios, ont vécu là. Et puis le dernier, c'était un film. Je pense le film Amarcord de Fellini. Pour aussi pour Nuno Rota, pour tout. Merci. Prof, etc. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Rebecca? Un regard attendri, parce que j'ai eu une enfance heureuse. Je suis fille unique de parents qui voulaient plusieurs enfants. Donc j'ai été choyée, soutenue. Voilà. En tant qu'élève, quel a été votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est mon année d'internat en terminale.
parce qu'on était 4 dans la chambre et j'avais 3 coturnes vraiment très, 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 très sympas. Je passais mon bac, j'étais sans les parents, donc c'était à la fois une année studieuse, amoureuse et pleine de fiesta. Hmm. Alors justement, on est en pleine adolescence. Vous avez été quel genre d'adolescente? Euh, j'ai fait une grosse crise d'adolescence pour ma part, donc j'ai décidé d'aller à l'internat d'ailleurs. Hmm. Donc j'étais une adolescente, j'ai été une élève très sage et ensuite en rébellion comme la plupart des adolescents, quoi. Donc j'ai voulu partir de chez mes parents. En quoi cette période de l'adolescence a influencé le choix du métier de journaliste que vous exercez aujourd'hui? Parce que j'écoutais énormément la radio. Euh, Mes parents étaient enseignants et il y avait une radio dans quasiment toutes les pièces, branchée sur France Inter. J'allais vous le dire. Et j'en ai fait un truc à moi. Voilà, la radio, c'est justement par rapport à cet univers de l'éducation nationale, entre autres, Hmm. issu d'une famille d'immigrés italiens. La radio et France Inter, c'était à moi, Hmm. c'était mon monde. J'écoute chaque vendredi, en même temps que je me prépare pour aller travailler, votre chronique Tube & Co. Vous êtes en direct, vous nous racontez l'histoire d'un tube. Est-ce qu'être journaliste, c'est être conteur? Pour moi, oui. En tout cas, dans la, dans l'exercice que j'ai choisi, oui, pour moi, c'est raconter des histoires vraies. Hmm. Il y a vraiment, oui, je crois que c'est important de cette idée Hmm. de conte réel. Prof, etc. Dans ce travail de décortiquage d'une chanson, vous y allez tout en douceur, en moins de 4 minutes, comme si vous aviez peur de nous brusquer. Et c'est précisément ça qui m'a incité à penser que vous étiez incontestablement une pédagogue. Est-ce que c'est quelque chose d'inné chez vous, ou avez-vous travaillé votre côté prof d'éducation musicale? Non, je ne l'ai pas du tout travaillé. Surtout que quand je fais ça, je me souviens quand j'ai commencé, je m'étais dit, oh là là, il faut vraiment pas que ce soit Tata Rebecca raconte, quoi. Hmm. Faut que ce soit, faut que ce soit moins dogmatique que ça. Faut que ce soit drôle autant que possible. Faut que ce soit surtout et avant tout juste. Hmm. Et dans le choix des mots, et dans le ton de la voix, et d'abord dans les informations que je transmets. Donc, c'est tous ces éléments-là qui composent ma démarche. Hmm. Enfin, c'est ce que je tente de faire, en tout cas. C'est le cap que je me fixe toutes les semaines. Le samedi, vous remettez en perspective, vous recontextualisez un artiste, un album ou même un lieu. Et là, c'est en historienne que vous vous réincarnez devant votre micro. Est-ce qu'on garde toujours quelque chose de sa formation initiale? Est-ce que vos études d'histoire constituent un point d'ancrage dans votre travail de journaliste? Pas tellement, en fait, parce que l'histoire de la musique est quelque chose que j'ai pas du tout appris. En revanche, je pense que ce qui me reste de mon éducation, c'est et que je garderai toujours, c'est la volonté de transmettre quelque chose. De, alors, sur le ton d'une histoire, mais oui, de transmettre, de faire découvrir des choses. Et en l'occurrence, dans la première partie de l'émission que vous évoquez, Pop & Co, et dans Tube & Co, pendant 4 minutes, de faire découvrir tout ce que peut raconter une musique. Hmm. La vie d'un homme, d'une femme, nos vies à nous, la vie d'une époque, la vie politique, sociale, économique aussi. Donc voilà.
Il y a chez vous un talent indéniable à trouver le témoignage du producteur, du musicien ou du biographe qui éclaire ce que vous voulez nous montrer. Ce sont toujours les bonnes personnes. Ça en dit long sur la coopération, le partage des connaissances et in fine, les relais humains qui sont indispensables. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une passeuse humaniste ? J'espère, hein, parce que je trouve que humaniste, aujourd'hui, plus que jamais peut-être, enfin, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est un très beau mot. Parce que dans humaniste, il y a humanité, avec les valeurs solides et la fragilité que ça suppose. Il y a république, il y a service public dans ce mot-là, pour moi. Et je suis très attachée à ça, au service public. Prof, etc. Dans Éclectique deuxième version, la version hebdomadaire, il vous arrivait fréquemment de vous rendre chez vos invités qui par conséquent devenaient finalement vos hôtes. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce déplacement de point de vue un bouleversement de l'équilibre intervieweuse-interviewé ? Totalement. C'est vraiment... Oui, il y a un bouleversement de l'équilibre parce qu'on est dans une situation qui n'est pas formelle, imposée par le décor du studio. Donc, je suis pas... Ce ne sont pas mes hôtes, c'est moi qui étais invitée. Et au fond, j'entrais dans une intimité. Alors, ça ne veut pas dire que ça suppose pas du tout l'impudeur, mais en tout cas, je crois que ça induit un discours beaucoup plus personnel, plus libéré aussi, quand on n'est pas dans un studio qui peut impressionner, qui créer une intimité quand on est chez quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. Et je crois que la parole, effectivement, n'est pas la même. Et au final, dans l'enregistrement, ça suppose que on garde tout ce qui fait qui on est, l'homme ou la femme qu'on est, à savoir bafouiller, comme je suis en train de le faire, avoir des silences. Et tout ça, ça raconte autant quelqu'un que une phrase bien charpentée et livrée sans bégayer, quoi, sans hésiter. Vos chroniques et vos émissions font partie des contenus qui nous ont aidés à traverser le premier confinement et à offrir une évasion au sentiment d'emprisonnement qui a été ressenti par bon nombre d'entre nous. Et vous, vous êtes évadé comment pendant cette période ? En le faisant. En le faisant. Et en écoutant la radio. Pendant le premier confinement, je me suis retrouvée dans la situation de tout le monde. Je pouvais plus faire de radio, en tout cas pendant une dizaine de jours, parce qu'il fallait réinventer la radio depuis chez soi. Donc, je suis devenue une auditrice. Je suis redevenue une auditrice et j'ai retrouvé mes sensations premières d'auditrice, de ce côté magique où on tourne un bouton, où on clique sur quelque chose et on se retrouve relié au monde, relié à l'extérieur alors qu'on est enfermé. Et ça, c'est la puissance de la radio, c'est la puissance du son. Et ça reste, cette magie-là, elle reste totalement intacte pour moi. Et elle a été encore ravivée avec le confinement, justement. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ? Avec mes filles et mon mari, où il y a toujours l'un des quatre qui fait une blague pourrie et plus elle est consternante, plus on se marre. Et voilà, ça c'est... C'est le genre de circonstances où je ris aux larmes, ce qui arrive. J'ai la chance que ça arrive relativement régulièrement. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Alors, professionnel, c'est quand je vais trouver le mot juste, quand je vais trouver une formulation ou une idée de mise en scène sonore qui va me faire marrer ou que je vais trouver à la fois
efficace et drôle. Et oui, l'idée de la justesse du mot, c'est super important pour moi. Donc quand je trouve ça, je suis hyper contente, quoi. Après, personnellement, c'est vraiment tous les moments de tendresse que je peux partager avec mes proches. On est tellement interdit de contact en ce moment que toucher les siens, ça a toujours été fondamental, mais là, on en mesure encore plus le côté précieux, quoi. Prof, etc. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? Il y en a deux, si je peux en choisir deux. Oui. C'est la droiture et la fantaisie, qui sont... C'est important de les associer, donc c'est pour ça que j'arrive pas à en choisir l'une ou l'autre, mais la droiture, être cohérent avec ce qu'on est, avec ce qu'on pense. Et puis la fantaisie, j'ai pas besoin de l'expliquer. Mais je dis ça d'autant plus que c'est deux mots qui définissaient mon père, qui a été très important dans mon rapport à la musique, dans mon rapport à la musique, dans la volonté de transmettre, dans la sensualité, dans la danse. Voilà, droiture et fantaisie. J'espère me tenir le plus possible entre ces deux pôles-là. Je fais de mon mieux, en tout cas. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui ? Alors ça... Debbie Harry, la chanteuse de Blondie. Quand elle a déboulé avec sa robe à bretelles, son rouge à lèvres et ses mules dans le rock'n'roll. Dans le New York de la fin des années 70, qui était complètement trash et créatif. Comment définissez-vous le succès ? Pas en termes de chiffres, en tout cas. Là, je donne une définition par la négative, mais ça rejoint les deux valeurs auxquelles j'essaye de m'atteler. Pour moi, le succès, c'est droiture et fantaisie, quoi. Quand on est dans cette ligne-là, quand on a réussi à accomplir quelque chose qui est vraiment soi. Et ça, je crois qu'on le sait intimement. C'est encore mieux quand on est écouté, lu ou je ne sais quoi, mais je crois que ce sentiment-là, c'est très intime et on sait. On sait quand on a réussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et même si ça ne remporte pas un succès ou une audience auprès des autres, ce qui compte, hein, je nie pas du tout l'importance de ça, mais cette conviction intime d'avoir réussi quelque chose quand on est totalement soi-même et dans le partage, pour moi, ça, c'est un succès. Alors, on arrive déjà à la fin de cet entretien et j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Plus de temps. Plus de temps et que ça dure. Que les gens que j'aime continuent d'être auprès de moi. Parce que je crois on traverse tous un moment où on a une conscience aiguë de la fragilité des choses. Et selon les parcours de chacun, les parcours personnels, on réalise plus ou moins vivement cette fragilité-là. Mais voilà, moi j'en suis à un moment de ma vie où ce que je me souhaite, c'est du temps et que ceux que j'aime soient auprès de moi pour très longtemps. Le plus longtemps possible, en tout cas. Merci Rebecca d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, Christophe. Pardon de
du côté speed qui renvoie à mon manque de temps. Mais merci beaucoup pour la justesse de vos questions et puis pour votre patience. Ouais. Et pour votre écoute attentive, parce que pour moi, c'est aussi ce que vos questions racontent et ce que vos textes racontent aussi. Donc c'est moi qui vous remercie. Je mettrai les liens vers vos émissions Tube & Co et Pop & Co en description de cet épisode. On peut vous écouter en direct ou en podcast chez la plupart des diffuseurs. Oui. Si vous aimez Prof, etc., vous, auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.